Bonjour à tous, je m'appelle Marjorie Murphy, je suis fondatrice de l'agence Double Monde Podcast, une agence donc de podcast à la fois de marque et natif. Et je suis ravie de participer à ce printemps du podcast de retour en présentiel, ça fait hyper plaisir. Je voudrais vraiment remercier Ground Control et Acast de nous recevoir comme ça. Évidemment, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître soit un peu prétentieux pour les créateurs de podcasts ou présomptueux, mais en fait, si on pousse un peu si on va au fond du sujet, on se rend compte que ça l'est pas tant que ça. Donc le sujet, comment les podcasteristes ont pris la place des profs. Et oui, il semblerait, peut-être. Les podcasteristes sont devenus des pédagogues, on dit dans le petit cahier que vous avez là sur la table, sont devenus des experts légitimes pour parler de leur sujet. Ils et elles ont acquis une place supérieure à celle des experts d'hier grâce aux liens particuliers qu'ils et elles ont su tisser avec leur communauté d'une part et à la proximité et la confiance qu'induit l'incarnation. Alors, on va essayer de creuser ça pour bien comprendre. On va s'interroger sur cette idée. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait d'abord se demander vraiment ce qu'est un professeur ? Alors, qu'est-ce qu'un professeur ? Je suis juste allée dans le dictionnaire Larousse pour savoir. Et donc, je vais vous dire. Alors, c'est personne qui enseigne, qui dispense les connaissances relatives à une matière, à une discipline, en général dans le cadre d'une activité. Bref, on voit bien que l'idée, c'est d'abord de transmettre, de former d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le truc, en fait, c'est qu'en France, je vous dis ça parce que j'ai habité à l'étranger, en France, nous, profs, on voit tout de suite un mec ou une nana derrière un bureau, un peu, peut-être moins aujourd'hui, mais à mon époque, un peu guindé, et avec un tableau noir ou blanc aujourd'hui, et qui parle à une trentaine d'élèves et qui essaye effectivement de leur inculquer des connaissances, des théorèmes ou des faits historiques. Mais si on voyage donc, on se rend compte que, surtout dans les pays nordiques, comme le Canada ou la Finlande par exemple, les élèves ils sont exactement comme vous, autour de petites tables, ils travaillent énormément en atelier, on les met beaucoup en avant, soit seuls, soit en groupe, et on leur dit de s'exprimer, d'avoir un point de vue critique. Et c'est vrai que ça change quand même la vision qu'on peut avoir d'un professeur. Alors pourquoi pas le faire à travers autre chose, et notamment un podcast, parce que la question, donc, finalement, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut être un professeur en dehors du cadre scolaire ? Et pourquoi pas choisir le média podcast pour enseigner, dispenser des connaissances relatives à sa discipline de prédilection. Et pour parler de tout ça, nous avons la chance d'avoir 2 participants sur 3. Malheureusement, la jeune femme que vous voyez derrière, qui s'appelle Déborah Ozil et qui est la créatrice du podcast Tas de Beaulieu, avec sa comparse Anaïs Gudron, je crois qu'elle s'appelle, a eu un petit problème. Elle est donc restée à Grenoble. En revanche, on a donc la chance d'avoir Marie Bongard, qui est la créatrice de Une sacrée paire de verres. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Et puis, on a Gabrielle Massé qui a créé notamment, parce qu'il y en a plusieurs, les podcasts Culture G et Pépites d'Histoire avec son studio Biloba. Bonjour. Gabrielle. Alors donc, je voudrais d'abord qu'ils vous parlent rapidement de ce dont parle leur podcast. Mais comme celle qui est malheureusement restée à Grenoble nous a fait une petite vidéo, on s'est dit qu'on lui laissait la place en premier. Alors on écoute Déborah. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Déborah Ozil, cofondatrice du podcast documentaire Tas de Beaulieu, un podcast qui fait le tour de France des tiers-lieux depuis maintenant 1 an et demi. J'ai cofondé avec Anaïs Gudron ce podcast parce que on avait cruellement envie d'aller à la rencontre de ces lieux-là qui réinventent le monde, qui réinventent notre manière de s'engager dans la société, notre manière d'apprendre, notre manière d'être aux autres, et comme qui dirait le vivre ensemble, que beaucoup utilisent. Aujourd'hui, j'ai été invitée dans cette table ronde pour parler de comment ce médium avait réussi à me faire prendre ma place, mais aussi comment c'est une source d'apprentissage que ne sont pas d'autres médias. C'est vrai que le podcast, c'est quelque chose déjà qui est libre d'accès et qui est
qui est pour moi accessible à tous les créateurs et créatrices qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Avant celui-ci, je n'avais jamais créé de podcast. J'ai parlé en plus d'un sujet que je ne connaissais pas, sur lequel je n'étais pas experte. Je deviens de plus en plus sachante aujourd'hui, mais je ne connaissais pas. J'ai voulu juste le faire bien, le faire à ma sauce, en incarnant aussi ce que moi, j'avais envie de donner aux autres et en incarnant des valeurs qui sont les nôtres. Puisque derrière le podcast, personne ne nous empêche de prendre la parole comme on l'entend. Donc, en quelque sorte, je dirais que le podcast avec Anaïs nous a aussi permis de prendre notre place, de s'assumer, de prendre confiance en nos idées, de prendre confiance en la manière dont on voulait les véhiculer, et aussi de parler de sujets qui nous incombent, de sujets de transition, de sujets dont les médias, d'ailleurs, parlent trop peu. Aujourd'hui, on parle trop peu de transition écologique et sociétale. Est-ce que je pense que c'est aussi pour ça que les podcasts sont aussi le média de demain, où on pourra dire des choses qui sont peut-être moins dites dans des médias plus consensuels. La dernière chose que je voulais dire, c'est que pour moi, le podcast, c'est une manière aussi de se détacher des écrans. C'est une manière de faire travailler notre créativité, de faire travailler notre écoute et les voix aussi qu'on entend. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a souvent été remonté au sujet du podcast Stade Beaulieu. Pourquoi n'avez-vous pas fait des vidéos ? Eh bien, c'était un choix qu'on a fait. C'était un choix de laisser libre cours à l'imagination des gens qui nous écoutent, leur laisser libre cours à leur imagination pour que eux pensent comment ces lieux sont et finalement aillent à la découverte de ces lieux et des gens qui y sont. Voilà pourquoi on a envie de faire ça. Maintenant, je vous dirais juste une dernière chose, c'est que on est en train de préparer la saison 2 de notre podcast. Vous pouvez déjà écouter la saison 1 sur toutes les plateformes d'écoute. La saison 2 parlera de comment ces lieux-là réinventent la démocratie et comment ils permettent aux citoyens et citoyennes de se réapproprier leur pouvoir citoyen en local, partout en France. Il faut absolument écouter ça et il faut absolument parler de démocratie et de comment nous pouvons nous réapproprier nos pouvoirs et nos voix. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et pour les aider encore plus, vous pouvez aller sur leur Instagram ou sur leur LinkedIn. Évidemment, les comptes, c'est Tad Beaulieu. Donc, profitez-en. C'est d'ailleurs super intéressant. Mais même si elle n'est pas là, on en parlera un peu. Marie, est-ce que tu peux nous présenter ton podcast rapidement pour qu'on puisse ensuite parler du sujet ? Donc l'objectif d'une sacrée paire de verres, c'est d'essayer de remettre un petit peu sur le devant de la scène les femmes et les minorités qui ont été effacées plus ou moins intentionnellement de l'histoire. J'essaye de faire un épisode tous les jours. Je suis dans des contraintes de temps qui font que c'est pas toujours le cas malheureusement, mais je m'acharne pour ça. Voilà. Gabrielle, on peut dire... Tu peux présenter tes deux gros podcasts ou Culture G, voilà. Enfin... Je peux présenter la philosophie de l'ensemble. Voilà, c'est ça, très bien. Non, juste le podcast qui a fait naître toute cette histoire, c'est le podcast Culture G. À l'origine, c'était simplement un désir de transmettre de la culture générale, raconter des histoires. Le format s'y prêtait très bien. Et puis ensuite, j'en ai lancé un deuxième parce qu'il y avait des gens qui préféraient les parties uniquement historiques. Et notamment, j'avais des profs d'histoire qui me disaient utiliser ces podcasts-là, ces épisodes-là. Et donc, j'ai sorti une chaîne spécialement pour l'histoire qui s'appelle Pépites d'Histoire, qui s'appelait Perles d'Histoire et qui s'appelle désormais Pépites d'Histoire. Et parce que j'avais beaucoup de messages de profs, j'ai essayé aussi, dans mes podcasts de manière générale, de traiter de sujets spécifiquement qui s'adressent à eux, qui puissent s'intégrer dans le programme scolaire. Et c'est pas tous les épisodes, mais c'est certains. Et dans cette même logique, j'ai créé d'autres podcasts qui sont plus grand public ou plus tournés vers les scolaires, dont un qui s'appelle Science Infuse, maintenant qui a vraiment pour objectif d'être utilisable comme support scolaire, avec des cycles. Là, on est dans un cycle consacré aux mathématiques en ce moment, et c'est un prof de maths qui prend le micro. Donc là, pour le coup, les podcasteurs... c'est vraiment des profs. C'est des profs qui prennent la place des podcasteurs, et il est formidable. Et d'ailleurs, il a aussi maintenant son propre podcast qui s'appelle Maths en tête. Donc comme quoi aussi, les profs se mettent sur ce format. Et puis maintenant, voilà, je suis aussi toujours dans ce travail de créer de nouveaux podcasts et à destination des scolaires. Il y en a un nouveau qui est en train de sortir en ce moment même en parallèle des cours de français qui s'appelle Le meilleur résumé. Et l'idée, c'est de résumer les grandes œuvres littéraires, les grands classiques, pour ceux qui veulent approfondir ou peut-être qui n'arrivent pas forcément à lire l'œuvre originale. Voilà, ça peut leur en donner quand même un aperçu et faire grandir leur culture littéraire. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais direct passer à la question où je fais l'avocat du diable, puisque vous avez bien compris, là, on a ce côté éducatif, très éducatif du côté de Gabrielle,
et de combler quelque part un vide historique que veut faire Marie. Et donc moi, ma question, c'est ok, souvent on dit à l'éducation nationale, vous avez vos livres d'histoire, par exemple, on va partir sur l'histoire, et vous avez loupé des pans de l'histoire, ou alors vous nous l'avez montré de votre œil, souvent patriarcal. Là, on a de l'alternative presque, et on va vous montrer qu'on peut faire autre chose dans l'éducation. Mais est-ce que on peut vraiment vous faire confiance ? Non, mais où sont les sources, en fait ? Parce que c'est ça aussi, être prof. On est censé avoir un manuel quand on dit « vous êtes un prof ». Comme vous voulez. Déjà, le principe même de l'histoire, si en tout cas on parle de l'histoire, le sujet que je fais, elle est subjective de toute façon, puisqu'elle a été transmise ou de la personne elle-même qui a été à l'origine de l'action, et déjà on est des êtres humains subjectifs, donc déjà initialement c'est subjectif, ou ça a été transmis de génération en génération, et là on est sur vraiment une transmission qui a des biais de jugement, des biais subjectifs de la même façon. Donc déjà, à la base, l'histoire, elle n'est pas objective. Ça, c'est à mon avis, c'est un premier point. En plus, on sait très bien que l'éducation nationale, si on parle de ça, en tout cas, parce que professeur, en fait, il y a professeur et professeur de l'éducation nationale. Pour moi, c'est deux choses qui sont très différentes. Mais si on est dans un système, en tout cas scolaire, etc., les profs sont soumis, malheureusement, j'utilise malheureusement volontairement, parce qu'ils ne voudraient pas forcément tous être comme ça, à des programmes, des choses comme ça. Et on sait que de plus en plus, ils essayent de teinter, de modérer les propos. Mais par exemple, on parle de Napoléon. On ne va pas dire que Napoléon, il a essayé de rétablir l'esclavagisme en Guadeloupe, alors que ça faisait, je sais plus, 7 ou 8 ans que ça avait été aboli. Ça, c'est des trucs, moi, ça m'a pas marqué en tant que lycéenne. En tout cas, je ne me rappelle pas de tous ces pans où des faits plus... l'esclavagisme, il n'y avait personne qui s'en plaignait. Si, je pense que les personnes noires, par exemple, devaient se plaindre de l'esclavagisme, sauf qu'en fait, elles n'ont pas leur parole dans les programmes, elles n'ont pas forcément les paroles. On a vraiment souvent une seule vision de l'histoire. Donc ça, c'est peut-être aussi ça qu'on essaye de faire, c'est essayer de donner, sans aucune prétention, hein, parce qu'on essaie juste d'essayer, comme tu disais, de combler des pans de l'histoire. Quand je raconte des histoires de femmes ou de minorités, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai jamais entendu parler de cette femme, quoi. C'est impossible. J'ai commencé à écouter tes podcasts, effectivement, il y a des gens, je ne sais absolument pas qui c'est. Ce qui est marrant récemment, c'est vraiment, heureusement c'est bientôt de l'actualité passée, mais sur le coronavirus, c'est une femme qui a découvert le coronavirus. Ouais. Mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Le vaccin ARN aussi. Oui, et ben voilà, donc c'est toutes ces choses-là, et ça manque, quoi. Ça manque pour se représenter, ça manque pour se donner des objectifs dans la vie, pour avoir des rôles modèles, des choses comme ça. Donc voilà. Gabriel, toi, tu m'as dit quand même que c'était un peu sourcé. En fait, les profs, ils n'ont pas nécessairement besoin de donner leurs sources, alors qu'effectivement, nous, notre légitimité, elle n'est pas évidente. Donc on a besoin de vraiment travailler, de souvent mettre à disposition les sources. Alors c'est vrai que quand on sort beaucoup d'épisodes, parfois on a du mal à tenir cette bibliographie détaillée, mais en tout cas nous on est disponible quand les gens nous envoient des messages. J'ai pas compris si est-ce que c'est possible de savoir d'où est-ce que vous sortez ça. En fait on répond et on a cette possibilité d'apporter des éléments, de compléter le podcast. C'est aussi pour ça que c'est un format formidable, c'est qu'on n'est pas contraint. Moi là-bas je suis journaliste donc radio. Quand on a 2 minutes pour faire un flash, on a 2 minutes, c'est pas 2 minutes 02. Ce qui est formidable avec le podcast, c'est que j'ai des épisodes qui durent 8-10 minutes, je suis plutôt sur des formats courts, mais il y en a certains, je tire jusqu'à 15-16 parce que oui, j'ai besoin de dire tout ça pour que le sujet soit complet, que je laisse pas un pan de côté, et je pense que ça, c'est ce qui explique aussi notre légitimité. En tout cas, les auditeurs, petit à petit, le comprennent en écoutant le podcast, en s'habituant à notre voix, à notre manière de travailler, en allant régulièrement creuser certains sujets, ils se rendent compte que oui, on a travaillé et donc on est légitime, et donc ils nous font confiance. Je pense que ça fait grandir en tout cas la confiance. Alors, je vais peut-être répondre pour Déborah, parce que évidemment vous vous doutez que j'ai un peu parlé avec eux avant. Je vais répondre pour Déborah parce que moi, ce qui est intéressant, entre guillemets, contrairement à vous, vous êtes sur le narratif, elle c'est vraiment de l'immersif, elle va sur le terrain pour rencontrer les gens. Et c'est aussi une manière d'apprendre. Nous, on le fait avec un podcast qui s'appelle Savoir pour faire sur les métiers de la mode et du luxe, et d'aller dans les usines, d'aller dans les ateliers, etc. D'abord, moi, j'ai appris plein de choses de métiers que je connaissais même pas.
et qu'on a effectivement l'impression de transmettre quelque chose, mais par les gens qui font les choses. Donc, évidemment, Déborah, vous vous doutez qu'elle m'a bien exprimé ça dans les tiers-lieux, de pouvoir en plus parler de quelque chose d'éducatif, parce que c'est aussi ça, les tiers-lieux, c'est un moyen d'éduquer, de s'éduquer entre nous. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, d'après plusieurs études, dont une qui avait été commandée par Magellan, mais ce n'est pas le problème, la plupart des auditeurs français, 80% des auditeurs français de podcast, soit 5 sur 10, déclarent vouloir apprendre à travers un podcast. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Justement, avec une sacrée paire de verres, moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que non seulement, donc, on apprend ce pan d'histoire qu'on ne connaissait pas, mais en plus, tu as décidé d'y inclure une forme littéraire qui est une lettre à tes auditeurs, et aux auditrices, et surtout une lettre à tes personnages. Et donc là, on a l'impression presque d'apprendre deux choses, parce que de t'entendre, certes les tutoyer, mais quand même, ça a un côté vraiment très littéraire. Pourquoi ce choix Est-ce que c'était aussi dans la transmission ou dans le désir de parler directement ? Ouais, alors vraiment dans le désir de parler directement, parce que quand j'ai commencé le podcast, moi, je suis kiné du sport à la base, donc je ne suis pas du tout journaliste. Je viens de Bretagne, je ne connais pas du tout le milieu parisien, enfin je ne le connaissais pas à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvée dans une problématique de me dire « Ah, j'aimerais tellement interviewer Serena Williams, mais qui suis-je pour envoyer un mail à Serena Williams ?» Et donc, et surtout, je pense que malgré sa sympathie, elle risque de jamais répondre. Donc, je me suis dit, je vais juste m'inventer une conversation avec elle. Et puis, je parle aussi à beaucoup de femmes qui sont malheureusement décédées. Donc là, c'était une contrainte de vie. Et j'avais envie d'utiliser donc ça, problème, parce que j'avais envie de passer du temps avec ces femmes-là et que vraiment, je suis dans un truc un peu, peut-être, je sais pas si c'est spirituel, mais j'essaie vraiment, quand je fais le podcast, de m'imaginer en face de cette personne. Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, effectivement, le tutoiement, pour moi, il réside dans le fait que déjà, je pense que le vouvoiement est une connerie et que ça permet de couper la distance avec des personnes, c'est-à-dire que c'est des personnes que j'admire. Je parle de Serena Williams, c'est vraiment une personne que j'admire énormément. Je pense que si je l'avais en face de moi, je bafouillerais certainement. Mais par contre, j'ai envie que les gens comprennent qu'en fait, elle a eu un parcours de vie qui a été semé d'embûches et d'écueils et qu'elle a réussi et que c'est une personne normale, en fait. Bon, on se comprend, mais ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on pouvait se reprojeter dans toutes ces femmes qui sont exceptionnelles, mais qu'au final, tout le monde peut être une femme exceptionnelle ou une minorité exceptionnelle, en fait. C'était ça aussi l'idée. On parlait de format, donc. Il y a le format immersif, il y a le format donc, de lettres. Toi, c'est plus entre guillemets, des capsules très éducatives, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté des sons, ça, c'était aussi important pour que, justement, on ait l'air d'un prof sans lettres. Exactement. En fait, quand j'ai lancé Culture G, il n'y avait aucun autre podcast de culture générale qui intégrait de la musique, des bruitages. Il n'y en avait qu'un seul autre, et c'était vraiment des formats très courts, le fameux podcast de culture générale très connu. Mais voilà, il n'y avait aucun autre format, et moi l'idée c'était d'apporter effectivement la méthodologie, la recherche, le travail, et en même temps de rendre ça accessible, que les gens s'y reconnaissent, que les jeunes s'y reconnaissent, mais pas que les jeunes, avec des références à la culture populaire, des extraits de films, de séries, enfin vraiment des extraits toujours très très courts, quelques mots, mais ça permet de faire rebondir les phrases, etc. Un petit peu comme si on instaurait une discussion. Par exemple, moi j'aime beaucoup Kaamelott, je fais régulièrement des toutes petites références, mais il y a vraiment 3-4 mots, mais en fait ça permet de faire rebondir, de redonner du rythme, et en fait ça nous permet de nous plonger dans des sujets qui sont parfois pas si simples à comprendre, mais comme il y a ce rythme qui est maintenu tout au long de l'épisode, et voilà, on y va, on va jusqu'au bout, on tient jusqu'au bout, et en fait on ressort en se disant tiens, j'ai vraiment appris des choses. En tout cas, ça c'était Culture G. Après, sur d'autres podcasts, on a aussi des formats historiques plus immersifs, où là on raconte des histoires, c'est pas forcément que des capsules explicatives, bien sûr, cette forme de chronique, mais en effet je pense que l'habillage, la liberté qu'on peut mettre dans l'habillage est vraiment formidable dans le podcast, parce qu'on a une liberté quasi totale, alors évidemment en respectant les droits, etc. Donc il faut bien évidemment faire très attention à ça, mais cette liberté qui est immense nous permet de tester des choses. D'ailleurs régulièrement je me dis bon, ça a un peu moins bien fonctionné, ça en revanche les auditeurs ont bien aimé, parfois on me dit ah ça c'était drôle, tel film, tel... Bon, régulièrement les gens sont fiers d'avoir repéré la référence, et ça c'est des choses qui sont bien parce que les gens s'y identifient, se disent du coup c'est des sujets qui sont faits pour moi, et on peut toucher tout le monde. Et que les profs viennent vous chercher
parce que tous les deux, vous avez eu des profs qui vous ont demandé s'ils pouvaient s'en servir. Ce côté outil qui vient finalement, plus que d'être un prof, qui vient en plus de l'éducation qu'un prof peut donner. Et puis, ce côté communauté, est-ce qu'on peut parler quelque part, finalement, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qu'ils ont je vais peut-être aller trop loin, mais ce rôle d'élève aussi à qui vous parlez, puisqu'on est dans la métaphore aujourd'hui. Je vais trop loin, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah déjà, oui, effectivement, il y a des messages de profs. Les profs aussi soumettent, moi régulièrement, des sujets. Ils disent ce serait chouette, tel sujet, telle anecdote que je raconte souvent à mes élèves qui trouvent ça amusant, etc. Et donc, il y a des profs qui suggèrent régulièrement des idées. Et d'ailleurs, même, moi je travaille régulièrement avec des profs, c'est pour ça que ça m'amusait, le thème un peu provocateur, est-ce qu'on prend la place des profs ? Non, en fait, je pense qu'on travaille vraiment ensemble, en tout cas, on a la possibilité de travailler ensemble. Et puis, effectivement, ils peuvent utiliser les podcasts, d'ailleurs, comme d'autres formats qu'on peut trouver sur Internet ou même à la télévision ou dans les médias, ils peuvent les utiliser par des petits extraits qui donnent en cours, ou alors disent, vous pouvez élargir le sujet en allant écouter tel podcast. En fait, c'est des outils de plus pour permettre aux élèves de rentrer dans les sujets. Et donc je pense que finalement l'éducation nationale et de manière générale d'ailleurs tous ceux qui transmettent ont intérêt à se saisir de ce format parce que c'est juste un nouvel outil pour permettre de transmettre de la culture ou d'apprendre des sujets plus ou moins complexes. Il y a des sujets qui sont extrêmement compliqués à traiter et finalement c'est un moyen de vulgariser, c'est fun de rendre accessible. Ouais. Marie ? Oui, je te rejoins. Effectivement, c'est agréable quand on a des profs qui viennent nous demander d'utiliser le format. C'est assez touchant, je trouve. Mais en aucun cas, moi, je les pense comme des élèves, vraiment. Moi aussi, j'allais dans la provocation. Je comprends complètement la question. Et c'est un moyen pour eux aussi de changer. On sait très bien qu'en classe, en plus, si le savoir il est délivré par une autre personne que le prof, ça va plus intéresser les élèves. Tu sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est très bien ce que fait le prof tous les jours. Et là, juste, c'est un format qui change un petit peu. Si ça peut donner effectivement des changements de rythme au sein d'un cours, c'est sympa. Moi, en tout cas, ça me touche énormément quand c'est le cas parce que ça me donne une légitimité. Enfin, j'ai l'impression d'être légitime en plus quand c'est les profs qui viennent comme ça. Mais je sais que j'ai vu quelques-uns d'entre vous sur les conférences d'avant et que c'est vrai que quand on se lance dans le podcast, on se demande souvent quel format je devrais prendre. J'aimerais bien au bout d'un moment quand même que ce soit rémunérateur, etc. Est-ce que le podcast éducatif, entre guillemets, vous n'avez vraiment pas les mêmes et puis je ne suis pas sûre que, par exemple, on puisse complètement te mettre dans cette section-là, peut-être toi non plus d'ailleurs, mais quand même, est-ce que c'est non seulement on a effectivement une communauté et est-ce que c'est rémunérateur au bout d'un moment ? Oui, alors le podcast, ça me permet pas de vivre, non. Mais je sais que pour certaines personnes, ça leur permet amplement de vivre parce que c'est un format qui est très écouté, que les marques sont intéressées aussi par le côté éducatif. Je parle le podcast éducatif. Par le podcast éducatif, moi, je sais que ça m'est arrivé de faire des collaborations avec des marques en fait et qui apprécient justement le côté éducatif parce qu'en fait, tu peux transmettre. En fait, les marques. Après, je vois aussi sur mon travail Instagram. Les deux se recoupent un petit peu d'une certaine façon. Les marques aiment de plus en plus que ça soit pas juste acheter ces verres en plastique, ils sont géniaux. C'est un très mauvais exemple que je prends, mais vous avez compris, c'est des verres en plastique recyclés. Ils vont apprécier si jamais on explique par exemple l'histoire du plastique recyclable et qu'on l'insère dans un sujet. Et en fait, moi, de plus en plus beaucoup sur Instagram, c'est souvent sur comme ça, voilà, c'est ça. Mais souvent et de temps en temps sur le podcast, les marques elles nous contactent, elles me contactent aussi pour ce côté pédago et dire moi mon produit c'est ça, est-ce que tu peux me développer quelque chose autour de ça? Et ça c'est bien parce que c'est de la publicité cachée un petit peu, mais voilà. Moi j'ai la chance de pouvoir en vivre depuis pas très longtemps, depuis l'été dernier, mais effectivement c'est possible. Et en fait, ça a nécessité de transformer mes podcasts indés en un studio, de commencer à travailler avec d'autres, de voir plus grand, de créer aussi en parallèle un réseau de podcasteurs indépendants qui s'appelle Podca et qui regroupe d'autres podcasteurs indés, ce qui nous donne aussi une force de frappe dans la négociation, parce que du coup, on a plus d'un demi-million d'écoutes par mois.
Donc ça permet d'avoir un certain nombre d'écoutes. Donc oui, c'est possible d'en vivre parce qu'on fait, dans le réseau, on est quasiment que des podcasteurs qui sont dans le milieu éducatif. Voilà, vraiment quasiment que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, parce que finalement, on a été amené à discuter parce qu'on traite de ces thématiques, podcast éducatif, scolaire, éducatif au sens large, on va dire. Et donc oui, c'est possible, et je pense que c'est une bonne chose. Et en fait, finalement, il y a énormément d'annonceurs potentiels qui sont intéressés pour parler aux gens qui veulent. Enfin, en fait, il y a des maisons d'édition, il y a des marques qui sont dans ce milieu-là éducatif, qui tout simplement ont envie de communiquer aux gens qui sont intéressés par ces contenus, et donc finalement ils s'adressent au podcast éducatif. Donc oui, c'est possible. Voilà. Après, évidemment, ça dépend de plein de critères, de l'audience, et il ne faut pas vouloir griller les étapes. S'il y en a qui lancent un podcast éducatif, on ne peut pas en vivre du jour au lendemain. Enfin, moi, il s'est passé des années avant que je touche le premier euro, évidemment. Bon, je ne vais pas faire ma prof, mais s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, profitez-en. C'est maintenant. Et sinon, c'est une punition. Non, je rigole. Est-ce que vous pouvez venir au petit micro jaune, là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, comme ça, on se verra vraiment. Bonjour, je m'appelle Alessandra. Je suis aussi podcasteuse et je vis de podcasts de marque. Mais du coup, dans votre cas, je voulais savoir, est-ce que c'est par rapport à l'audience, comment vous êtes rémunéré par rapport à l'audience? Est-ce que forcément la question habituelle? Oui, parce que c'est encore quelque chose qui m'échappe. C'est pas trop le sujet ici, mais bon, je peux vous expliquer très brièvement. En fait, il y a plusieurs façons de se rémunérer. Moi, j'avoue que le podcast de marque, j'en fais, mais très peu. D'accord. Et c'est essentiellement, effectivement, de la publicité en pré-roll ou en post-roll, et de la sponsor. Et il a un demi-million d'écoutes par mois. Voilà, avec le réseau, on a un demi-million. Puis le studio, nous, c'est 350 000 par mois, le studio. Et en fait, effectivement, la nouvelle solution dont tu parlais, qui est quand même une solution qui intéresse de plus en plus, et là, je pense on a aussi, de façon éthique, il faut aussi faire attention, c'est qu'il y a des marques qui nous contactent pour faire des épisodes co-brandés. Donc ça veut dire que cet épisode a été réalisé en partenariat, mais le sujet a été choisi par le sponsor. Ça permet parfois de faire des choses formidables, parce que, je pense qu'il faut rester... on peut signer pour tout et n'importe quoi. Nous, c'est vrai qu'on s'astreint, dans le studio, parce que je suis pas le seul maintenant à travailler sur ces sujets. On s'astreint à vraiment à garder notre liberté éditoriale. On n'écrit pas ce qu'on n'a pas envie d'écrire, on fait valider, mais on n'écrira pas tout et n'importe quoi, on racontera pas n'importe quoi, mais c'est une autre solution qui se développe de plus en plus pour monétiser son audience. Et vous, Marie, du coup, c'est pareil, c'est des partenariats dans lesquels vous avez envie de faire, collaborer, parce que ça vous parle? Honnêtement, de toute façon, on va pas se mentir, sur des sujets qui sont assez engagés, c'est pas très engagé mon podcast, mais ça l'est quand même pour les marques. C'est-à-dire qu'en gros, le féminisme, le travail d'activiste, je sais que j'entends de plus en plus, mais je parle plus d'Instagram là, des gens qui disent ouais mais t'es un peu trop engagé pour la marque. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marques qui ont peur de lier leur image avec quelqu'un qui est engagé. Donc en fait le choix pour moi il se fait un petit peu, moi je le choisis, mais déjà souvent les personnes qui veulent bosser avec moi c'est des personnes qui sont un petit peu sur la même ligne quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai un podcast qui s'appelle Les Chroniques du sexisme ordinaire, qui est clairement éducatif et très clairement militant. Donc je me suis posé ces questions, moi j'en suis au tout début, donc je me suis dit le sponsoring oublie, et j'ai pensé à une troisième voie. Il y a le sponsoring, il y a le crowdfunding, et est-ce que vous avez déjà essayé de creuser la question du mécénat d'entreprise? Oui, mais c'est pas... Ça marche pas. Ça marche pas trop, non. Enfin, moi je dis ça, mon expérience personnelle me fait dire qu'il faut pas placer trop d'espoir, après vous pouvez avoir un coup de chance, mais... Et sur les questions plus féministes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se positionnent, égalité des genres, etc. Alors, en plus, je pense qu'il y a quelque chose à pas oublier, c'est que, alors je parle pour moi, tu diras peut-être que c'est le cas pour toi aussi, on est indépendant, c'est-à-dire que moi je suis toute seule, vraiment, et qu'en face, il y a des énormes forces de frappe qui sont des gros studios de podcasts qui font du travail exceptionnel par ailleurs. Mais en gros, pour trouver sa place quand tu es indépendant, moi par exemple, j'appartiens à une régie, j'appartiens à la régie de Nouvelles Écoutes, c'est eux qui me trouvent mes sponsors. Mais c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on arrive, moi, ça m'est arrivé de proposer des projets, de répondre à des appels d'offres. Quand moi, j'arrive et que je suis toute seule et que je dis oui, bien sûr, je fais le montage toute seule, et qu'en face, tu as des trucs, ils enregistrent tout dans des super studios, ils ont des mecs pour faire des super mix et tout ça, des super mix. Bon, voilà,
si je peux poser une deuxième question. Mais bien sûr. Justement, on peut peut-être se tutoyer, puisque tu trouves que le vouvoiement est une connerie. Moi, j'ai écouté ton podcast, je te suis sur Instagram, et je me suis toujours demandé, et je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir lui poser la question. Donc, tu es seule à faire tout ça. J'ai cru comprendre, mais tu vas peut-être me dire non, que tu as encore une activité de kiné. Donc ma question est, combien d'heures tu dors la nuit? Ou alors, est-ce que tu as des petits elfes dans ta cave qui font des choses? Elle a une copine qui s'appelle Serena. Elle est passionnée. Elle est passionnée. Ouais, non, mais vraiment, je me suis toujours dit, mais c'est pas possible, comment elle fait? Parce que sur Instagram, moi, j'ai l'impression que tu publies plusieurs fois par jour. Enfin. Déjà, en fait, j'adore travailler. Désolée. J'adore travailler. Donc, je travaille beaucoup. Ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que je dis beaucoup trop de oui à beaucoup trop de choses. Donc, je suis en retard sur tout. Et je ne suis pas régulière sur tout. C'était un peu la problématique que je disais tout à l'heure. Je sais pas, je veux absolument pas pousser à la productivité parce que c'est pas mon objectif du tout et que je trouve que la non-productivité c'est une très belle chose aussi. Donc je suis très je suis très organisée et j'ai un peu de monde quand même autour de moi pour m'aider. Voilà. Ok. Est-ce que je peux poser une troisième question? Mais allez-y. Bien sûr, à moins qu'il y ait plein de gens qui veuillent poser qui va être précise et rapide. Gabriel, tu parlais d'extraits, de films, de séries, etc. Ouais. Moi, j'en fais aussi. Zone Son, c'est mon bonheur ultime. Ouais, moi aussi. C'est génial, c'est merveilleux ce site. En termes de droit, on n'a pas le droit. Non, de en faire fait, ça. on a des. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes sur des extraits de films et de séries Alors, je me suis vraiment bien renseigné. Non, mais alors. Après, c'est pas mon métier, je suis pas juriste, avocat, quoi que ce soit, mais vraiment, je me suis dit, ok. Au début, non. Hein, vraiment, quand j'ai commencé, l'objectif était juste de transmettre, pas du tout de gagner de l'argent, etc. Je me suis vraiment posé la question à partir du premier euro gagné. Et en fait, il faudrait avoir le texte sous les yeux, mais on est dans une petite zone grise quand on est sur... vraiment, on exploite juste le son. Ensuite, sur un extrait extrêmement court, donc il y a le délai raisonnable. Alors, c'est pas tout à fait le droit de citation. Souvent, on cite le droit de citation. Mais ça, c'est pas sur tout à la fait littérature, voilà. ça vaut pas pour l'audiovisuel, et selon voilà. la jurisprudence. Exactement, mais il y a en fait une petite... une petite possibilité d'utiliser un petit peu quand c'est pour dans une logique d'instruire, etc. Un petit peu comme quand on fait une critique de film, évidemment on utilise quelques petits extraits, etc. Il y a cette logique, je sais plus les termes exacts, mais en tout cas quand c'est à objectif pédagogique, voilà, c'est précisé et de façon raisonnable, tout est avec... Le juriste de l'ASCAM à qui j'ai posé la question ne m'a pas dit ça. Alors peut-être que j'ai compris n'importe quoi, hein, c'est pas du tout impossible, et si ça se trouve je fais n'importe quoi. Si un jour on me dit vraiment faut pas faire ça, j'arrêterai, je trouverai une autre solution et il n'y a aucun problème. En revanche, effectivement, on me l'a jamais reproché. Je fais toujours très attention à ce que ce soit extrêmement raisonnable, que ça serve à quelque chose. Et puis, d'ailleurs, je pense que c'est pas ce qui explique. Je me fais pas d'argent sur ces extraits. C'est vraiment juste un moyen de rendre le contenu plus accessible. L'objectif n'est pas d'exploiter ces œuvres, l'objectif c'est de transmettre, et il y a un énorme travail d'écriture, et je dirais même qu'en fait on se rajoute du travail à rajouter ces extraits, parce qu'on joue avec, on passe des heures à les chercher. Malheureusement en zone son, moi ça fait 4 ans que je fais des podcasts, je peux vous dire que je l'ai tapé, c'est fini, hein, je peux quasiment plus l'utiliser, donc je suis obligé, je fais preuve de créativité, je vais chercher, maintenant je prends des notes quand je regarde des films, je me dis tiens cet extrait il pourrait passer, voilà. Donc il y a un moment où j'ai l'impression de me rajouter énormément de travail à faire ça, et je me dis même d'ailleurs si j'étais réalisateur de film et que j'entendais 3 mots de mon film utilisés dans un extrait, je pense même que je me dirais c'est chouette, c'est devenu une référence. Donc peut-être que je me plante. Si un jour la personne me le fait reproche, je le retirerai évidemment tout de suite, parce que dans les podcasts on peut retirer, il n'y a aucun souci, on peut rééditer les fichiers. Mais j'espère que ça posera jamais de problème. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Pas vu, pas pris. Sachez que pour l'instant, c'est vrai que les plateformes n'embêtent pas trop pour ça, mais que YouTube, no way. Hein. Alors attention, la musique. YouTube sur la musique plutôt. La musique, vraiment, c'est très différent. Et pour le coup, non, moi, c'est zéro musique qui ont des droits. Je paye tous les droits pour les musiques, etc. Là, on parle uniquement des extraits de films. Et alors, les musiques, il y a de très rares exceptions. Mais par exemple, quand on va citer telle musique qui est liée à telle histoire, on peut mettre un très court extrait. Mais l'idée, c'est qu'il soit suffisamment court aussi pour que les plateformes ne le repèrent pas. Parce que s'il est suffisamment court, ils n'ont même pas le temps. Et l'auditeur se dit juste, ah oui, c'était ça la musique. Hop, il repère le refrain. Merci Marine.
Ça me fait rebondir sur le fait d'utiliser, mais vous deux, parfois des extraits ou des extraits de livres, etc. Ça aussi, c'est un côté éducatif apprendre un peu de cinéma, un peu de télé, j'en sais rien, de littérature, Marie. Oui, totalement. Moi, je fais un peu comme toi, c'est-à-dire que même chose, dès que je vois des trucs un peu sympas, j'essaie de les noter pour m'en souvenir. Oui, c'est aussi essayer de transmettre et de donner envie. En fait, je pense que l'objectif vraiment du podcast, c'est la même chose. Moi, en fait, j'ai pas des ressources aussi qui me permettent de pouvoir retracer totalement la vie d'une personne pour plein de problématiques. L'objectif, c'est que j'ai aussi envie que les gens ils prennent leurs mains et qu'ils fassent aussi les recherches de leur côté, quoi. C'est-à-dire que et je pense que tu as réussi aussi une petite chose si la personne en terminant l'épisode se dit ah bah tiens j'ai bien aimé ce sujet-là, j'ai bien aimé cette personne-là, j'aimerais bien en savoir plus, je vais regarder si elle a écrit des livres, si elle a sorti des films, si c'est le cas d'une cinéaste, une actrice, enfin voilà, et c'est ça aussi l'objectif. Est-ce que tu as l'impression qu'il peut être ad vitam aeternam ton podcast, ou il y aurait assez de personnalité pour ouais, je peux en faire. Et je crois que c'est Pénélope Bagieux qui a dit qu'elle pourrait faire des culottés, qu'elle pourrait faire 10 culottés si elle avait envie. Bah c'est la même chose avec une sacrée paire d'ovaires. Je pense pas, honnêtement, que j'en ferai pendant 20 ans, mais il y a assez, j'ai un listing de femmes et de minorités qui attendent dans mon ordi, et je pourrais sortir 3 épisodes par jour. Bon, toi, je te demande pas parce que forcément. Ah ouais, il y a de la matière. C'est sans fin. Est-ce que, pour terminer, on peut dire que vraiment le podcast, évidemment, mais le podcast éducatif a de l'avenir, voire. C'est marrant parce que je pense que c'est Marine qui posait la question tout à l'heure à Acast, comment on pourrait être plus rémunéré en tant que podcasteur, c'est-à-dire qu'on n'est plus un service, mais presque on vend un objet. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on vende ce genre de capsules ou plus loin à l'éducation nationale, je ne sais pas, dans 15 ans C'est un sujet, c'est une vraie question. Il y a notamment, on a dans une précédente conférence parlé de l'abonnement. Et en fait, moi je trouve que ce qui est formidable avec la situation telle qu'elle est, alors après, je me rends pas compte, ça se trouve les gens ont besoin de l'abonnement pour vivre, mais moi je trouve qu'il y a un modèle avec la publicité où on peut se permettre que ces contenus soient accessibles à tous, et notamment sur les podcasts qui, comme le tien, sont porteurs de valeurs, de sens, qui sont éventuellement militants, et a fortiori pour les podcasts éducatifs, qui peuvent éventuellement, enfin vraiment, qui peuvent être écoutés par tous, et qui du coup, il y a quelque chose très concrètement, il y a quelque chose, c'est que notamment avec d'autres podcasts éducatifs, on a un rêve, c'est de créer une plateforme sur laquelle on pourra retrouver par catégorie, par matière, etc., l'ensemble des podcasts éducatifs, et donc éventuellement concurrencer. Et je dis ça, l'objectif n'est pas de leur faire de la concurrence, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des plateformes, de payer des, je veux pas les citer précisément, mais des services d'accompagnement scolaire. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas les moyens en fait de payer ça. Et en fait, les podcasts éducatifs, c'est gratuit et tout le monde peut les utiliser pour compléter les cours, pour éventuellement comprendre des sujets qu'ils n'ont pas forcément compris dans telle ou telle matière, ou simplement élargir des thématiques étudiées ou non, ou dont le prof a pu parler. Et en fait, le fait que ce soit accessible à tous, c'est génial. Le limiter à ceux qui peuvent payer, moi je préfère pas. Voilà. Marie ? Ouais, je partage complètement ton avis en fait, et c'est la même chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait on délivre quelque chose. Si on est déjà en train de sélectionner, déjà on va pas se mentir, le podcast c'est quand même des CSP+, hein, donc déjà on est sur une portion de moins en moins, mais c'est très parisien, voilà, donc je pense que déjà si en plus de ça on réduit avec des abonnements, avec une rémunération comme tu le dis, on peut déjà se faire payer via la publicité. Et je pense que c'est correct en tant qu'auditorice d'avoir une publicité de 30 à 50 secondes avant ton podcast. C'est super important que ça reste gratuit pour donner l'accès à tout le monde, quoi, parce que c'est ça. Sinon, déjà, les professeurs particuliers, c'est payant, ce qui est bien normal. Mais si on fait tout payer tout le temps, en fait, on limite la culture et l'éducation. Puis c'était pas ça l'idée du podcast. Voilà, en plus, c'était que n'importe qui pouvait le faire dans sa cave et prêcher la bonne parole s'il voulait ou autre. Je pense, je ne sais pas si
On a terminé, voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup à vous deux, Marie, Gabrielle et la pauvre Déborah qui n'a pas pu nous rejoindre. Je redis quand même vos podcasts. Donc Marie Bongard, Une sacrée paire de verres, on aura bien compris. Gabrielle Massé avec Culture G et Pépites d'Histoire. Et puis Déborah Ozil et Anaïs Gruson, j'ai du mal dire son nom tout à l'heure, avec le podcast Tas de Beaulieu, tu sais. Surtout, allez-y, puisque malheureusement, elle n'a pas pu nous parler. Et puis, je vous remercie. Vous avez aussi le droit d'aller voir sur Double Monde ce qui s'y passe. Et prochaine table ronde, regard croisé sur le rôle et l'influence des personnalités du podcast en France et à l'étranger. Et ce sera animé par Camille Jean-Jean. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.